Monsieur le modérateur, chers collègues, un grand merci pour votre invitation. Mon propos va se porter plus spécifiquement sur l'analyse et les techniques du balancing durant la chirurgie en utilisant le MACO. Donc très clairement, il a été rappelé ses objectifs de base, connus depuis le début des réalisations des prothèses totales de genoux, avec la réalisation d'un équilibre en flexion en extension. On a vu que Sébastien Parat le remettait en question, avec lequel je suis complètement d'accord. Il apparaît que les techniques conventionnelles permettent de restituer uniquement un alignement mécanique, ça a été largement démontré dans les propos précédents, et c'est pourquoi différentes techniques robotisées avec assistance, navigation, etc. ont germé. Alors en réalité, je ne vais pas aussi reprendre un peu le même propos qu'a tenu Simon Marmor sur l'analyse des morphotypes qui a été réalisée par Belmans, qui retrouve un varus constitutionnel relativement présent chez les hommes et les femmes. Des analyses scanner qui ont montré aussi que le morphotype le plus fréquent était un tibia vara avec un valgus fémoral associé. Les études cliniques qui ont montré que la restitution de l'axe neutre n'était pas forcément ce qu'il fallait faire, que la restitution et le maintien surtout d'un varus constitutionnel n'était pas préjudiciable, que le maintien d'une petite déformation pouvait même parfois être bénéfique pour la cinématique du patient. Et des études kinématiques ont montré, notamment au niveau de l'analyse de la marche, au niveau de l'analyse du rollback, que le maintien d'une petite déformation, dans la déformation naturelle du patient, était bénéfique d'un point de vue biomécanique. Concernant les valgus, une étude qui a été réalisée suite au symposium de la Sauvecote il y a 2 ans, il me semble bien, a montré que là encore, il était bénéfique de laisser un petit peu de déformation après la mise en place de la prothèse avec un petit peu de valgus résiduel, et que par contre, ce qui était extrêmement préjudiciable, c'était d'inverser, c'est-à-dire de basculer un patient qui était en valgus et de le mettre en varus. Donc vous voyez qu'avec malheureusement des techniques conventionnelles, avec des visées centromédulaires, ce type de discussion s'arrête, et on a besoin, pour pouvoir essayer de réaliser un ralignement du membre avec une des techniques décrites ici, on a besoin de technologie, d'un robot, d'une navigation, ou alors d'ancillaires très spécifiques, comme avait mis au point Gorford pour réaliser des alignements anatomiques. Concernant le système MACO, comme a dit Sébastien, nous l'avons acquis en fin d'année dernière. Nous avons véritablement commencé notre activité après le Covid, et à ce jour, on a réalisé presque une centaine de prothèses avec ce robot. Je ne vous rappelle pas les principes qui ont été largement décrits dans la communication précédente. Mon propos va se porter plus sur, vous voyez, le déroulement de la chirurgie, là aussi décrit par l'orateur précédent. Mon propos va se porter plutôt sur l'analyse de la balance et la gestion de la balance. Donc avec le MACO, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, il y a 2 possibilités de réaliser le balancing. On peut le faire soit en pré-résection, soit après avoir réalisé la coupe tibiale et la coupe fémorale distale. Alors, la première solution qui est sur votre gauche, qui est une solution que je n'utilise pas, très clairement, en fait, on fait la coupe fémorale distale et la coupe tibiale, et puis ensuite, on va adapter le positionnement du fémur après avoir figé les espaces en flexion. On peut bien entendu reprendre par la suite, si jamais l'espace est trop serré, la coupe tibiale, etc. Je trouve que c'est un petit peu laborieux, et je préfère donc utiliser la technique de droite, qui, je crois, est le plus utilisée par les différents utilisateurs du MACO. Donc en réalité, cela va consister à faire un équilibrage ligamentaire en fait en essayant de trouver quelle est la déformation naturelle, la déformation originelle du patient. Donc, moi, j'ai analysé un petit peu l'ensemble des dossiers, et de manière très simple et très synthétique, j'ai trouvé 3 situations que je vais essayer de vous décrire. La première est celle d'un varus totalement réductible. En réalité, un patient qui part un peu en varus, et quand on analyse la déformation naturelle, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de varus épiphysaire constitutionnel, et donc notre objectif va être de lui rendre un axe neutre, comme il avait lorsqu'il était jeune. Donc là, ce sera plus une théorie, on dira, d'alignement mécanique.
La deuxième technique, la deuxième situation surtout, est une déformation en varus, mais qui est partiellement réductible. Donc là, nous allons partir plus sur ce qui s'appelle actuellement, ou qui est défini comme un alignement cinématique inversé, c'est-à-dire que nous allons baser toute notre balance ligamentaire sur un positionnement en varus de notre tibia. Et enfin, la déformation en valgus, qui est une catégorie à part, et pour laquelle, là, très clairement, nous allons commencer par positionner notre fémur, puis adapter le tibia. Et nous allons rechercher, donc, nous rentrons, on va dire, dans le cadre d'un alignement cinématique. Vous voyez que nos deux objectifs, et là je me rapproche un peu des objectifs de Simon Marmor, c'est tout d'abord de réaliser le moins de libération périphérique possible. C'est très clair que moi, depuis maintenant que j'utilise ce robot Mako, je ne réalise plus du tout de libération périphérique, plus aucun release. Et l'objectif est de laisser moins de 5 degrés de déformation résiduelle. Alors, si l'on prend le cas d'un varus réductible, je dirais la situation la plus simple. Vous pouvez voir sur le cliché de gauche, il s'agit d'une dame de 85 ans avec un varus de 5 degrés. Quand on regarde son genou contralatéral, on s'aperçoit clairement qu'il n'existe pas de varus constitutionnel épiphysaire et qu'il existe aussi une petite usure du compartiment interne. Et donc, très clairement, c'est une patiente qui, pour nous, est considérée comme avec un axe neutre. Et l'objectif va être de restituer la balance ligamentaire avec un axe à 0. Donc nous avons la déformation naturelle qui est analysée par notre robot, qui est analysée avec une absence de flexum, 4 degrés de varus et 1 degré de varus à 90 degrés de flexion. La première étape va consister à réduire la déformation. En fait, nous allons réduire l'usure et arriver à la déformation neutre, car cette patiente, je vous le rappelle, n'a pas de varus constitutionnel. Et donc, nous avons une réduction qui nous permet de calculer notre espace après réduction de la déformation. Nous faisons cette manœuvre en extension, puis en flexion. Vous pouvez voir qu'on peut utiliser des petites cuillères pour réduire la déformation, c'est assez pratique. Alors pour cette patiente, ça a été vraiment un cas extrêmement simple parce que l'espace en flexion et en extension était le même en médial et en latéral du premier coup. Il n'y a pas eu besoin de faire de modification du positionnement des implants et vous voyez que du coup on a positionné des implants avec un varus à 0 tant au niveau du tibia que du fémur, pas de rotation externe et nous avons du coup juste adapté l'épaisseur du polyéthylène après avoir positionné les implants d'essai. Car en réalité, l'espace programmé était de 18 pour une patiente qui n'avait pas de flessum préopératoire. Il s'agit donc d'un espace un peu trop important. Classiquement, lorsqu'il n'y a pas de flessum, moi je me base sur entre 16 et 17 en fonction de la morphologie. Donc là, 18, clairement, il fallait passer à un polyéthylène de 11. Et vous voyez que la petite hyperextension s'est complètement réduite. Et nous avons eu un résultat satisfaisant, vous voyez, sans positionnement en varus du tibia. Concernant la deuxième situation qui probablement est la plus intéressante et là où le robot va nous aider de manière certaine, c'est, vous voyez, ce type de varus ancien probablement aggravé par une chirurgie ancienne d'un LCA. Quand on analyse la déformation épiphysaire, vous voyez que chez ce patient, de l'autre côté, alors qu'il n'y a aucune souffrance, aucune arthrose vraiment significative, il existe un varus tibial constitutionnel, un varus épiphysaire. On se rend compte au cliché de stress que cette déformation n'est que partiellement réductible et qu'il persiste après un cliché de stress un certain varus. Sur la droite, vous pouvez constater du coup la déformation naturelle qui n'est pas énorme, hein. Il y a 6 degrés de varus en extension et 10 degrés en flexion. La première étape va consister du coup à réduire la déformation. Donc pour réduire la déformation, moi généralement je fais une libération uniquement des ostéophytes afin de lever tous les conflits osseux et une fois que j'ai enlevé l'ensemble des ostéophytes au niveau du tibia, au niveau du fémur, je réduis la déformation en extension et vous voyez, on le voit, alors
vous voyez, il y a marqué Lambrus 3 degrees. Donc en réalité, on réduit la déformation au maximum et il va rester 3 degrés de varus même lorsque l'on réduit la déformation. Ces 3 degrés correspondent en réalité à l'axe du patient, à l'axe physiologique du patient, et c'est donc vers ces 3 degrés que l'on va tendre. Si l'on veut réduire complètement la déformation, vous voyez donc qu'il faudrait en fait réaliser un release, ce que nous ne faisons jamais. Donc, concrètement, on réduit la déformation, on obtient l'axe en extension puis l'axe en flexion. Vous voyez dans la diapo dans la fenêtre au milieu en haut que nous avons réduit l'espace qui était extrêmement serré en flexion et en interne, tout simplement en mettant d'emblée 2 degrés de varus. Comme je vous ai expliqué, nous positionnons d'abord le varus avec le varus tibial, donc 2 degrés de varus tibial, 3 degrés de rotation externe, ça nous permet de retrouver un équilibre presque bon. L'espace étant de 20 mm, je vous expliquais que c'était trop important. On le réduit en réduisant la côte tibiale, puis en distalisant un petit peu le fémur. On complète tout cela en mettant un poil de rotation externe supplémentaire dans le fémur et un tout petit peu de degré au niveau du valgus fémoral. Et nous avons des espaces qui sont quasi identiques en flexion et en extension, en interne comme en externe. Cela nous permet d'avoir un résultat définitif des implants. Donc nous avons réduit uniquement l'usure. C'est en effet parfois considéré comme étant un resurfaçage, un resurfaçage cinématique, avec du coup un membre qui sera avec 3 degrés de varus, dont 2 degrés localisés au niveau de son tibia, comme d'ailleurs au niveau de son membre sain contralatéral. Vous pouvez voir le varus épiphysaire qui est restitué dans la coupe tibiale et qui du coup, en fait sans véritablement le savoir, on réalise un alignement cinématique inversé tout simplement. La dernière situation, c'est l'équilibre ligamentaire en cas d'un gros valgus. Là aussi, très agréable de travailler avec le robot. Vous pouvez voir ce dossier, il s'agit d'une jeune patiente avec une polyarthrite rhumatoïde à qui j'avais mis déjà une prothèse totale de hanche, qui avait donc un énorme valgus avec un gros flessum. Vous pouvez voir, en tout début d'intervention, nous avons d'emblée opté pour laisser du valgus dans le fémur. Nous avons positionné un tibia à 0, car il n'y avait pas d'usure particulière au niveau du tibia. Bien entendu, la localisation de l'usure était au niveau du condyle fémoral latéral. Nous avons ensuite, alors ici, très honnêtement, avec certaines difficultés, la réduction des espaces pour obtenir et figer les espaces en réduction est difficile lorsqu'il existe un gros flessum. Cette patiente, vous voyez, avait un flessum de presque 20 degrés, et là, très clairement, la réduction des espaces est difficile, mais nous avons obtenu quand même une réduction de l'ordre de presque 5 degrés de son valgus. Nous avons fixé les espaces en extension. Vous voyez que nous avions retenu 17 mm d'espace et de gap, sachant que la patiente avait quand même un flessum de 20 degrés, ce qui est important. Nous avons décidé d'augmenter cet espace à 18 mm. En faisant donc une augmentation au niveau de la résection fémorale distale, en augmentant la résection tibiale, et puis nous avons majoré un poil le valgus fémoral pour laisser un petit peu plus de valgus en fin de chirurgie. Vous pouvez voir le résultat. Donc là encore, une chirurgie qui a donc décidé d'emblée de laisser un valgus séquellaire et pour lequel je n'ai réalisé aucune libération ligamentaire et par une voie parapatellaire interne, ce qui peut aller à l'encontre de certaines idées reçues qui imposent de réaliser au-delà de 10 degrés de valgus systématiquement des voies latérales, etc. Vous pouvez voir, certes, cette patiente est jeune, mais vous pouvez voir le résultat à la marche à 40 jours. J'ai le plaisir de la revoir avec un résultat fonctionnel qui est tout à fait satisfaisant et qui est de bon augure pour son avenir. Je vous remercie.